Bonjour, ce cours vous est présenté par Dr Ben Abdelwahid, maître assistant en pharmacologie. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Pharmacologie des acides aminés 2. On va s'intéresser à l'étude du glutamate, qui est un neurotransmetteur qui est impliqué dans plusieurs phénomènes physiologiques et aussi physiopathologiques, à savoir la maladie d'Alzheimer et l'épilepsie. Comme vous le savez bien, le système nerveux central comporte plusieurs voies de communication. Ils sont assurés par différents neurotransmetteurs qui assurent des fonctions différentes au niveau du système nerveux, à savoir la noradrénaline, l'acétylcholine, la dopamine, l'histamine, etc. Chaque voie est impliquée dans un phénomène physiologique bien déterminé. Ces voies-là sont contrôlées par deux autres neurotransmetteurs. Donc, l'activité de ces différentes voies sont sous l'influence de deux neurotransmetteurs, l'un qui est excitateur, à savoir le glutamate, qui représente 50% des neurones du système nerveux central. Donc, 50% des neurones du système nerveux central fonctionnent avec du glutamate et qui, en conséquence, module l'activité des autres neurones. Et aussi la transmission GABAergique, le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur. Les neurones qui fonctionnent au GABA représentent 40% des neurones dans le système nerveux central. Son rôle est de freiner l'activité des autres voies de transmission au niveau du système nerveux central. Donc, chaque voie est contrôlée par le glutamate et le GABA. Le glutamate favorise l'activité, donc l'accélération de cette voie, et le GABA, au contraire, favorise son freinage. Donc le bon fonctionnement du système nerveux central repose sur un équilibre subtil entre l'activité GABAergique et l'activité glutamatergique. On peut assimiler le glutamate à l'accélérateur, donc il accélère l'activité d'une voie donnée. Au contraire, le GABA est assimilé à un frein. Il va donc essayer de freiner l'activité de cette voie-là. De cette manière, on obtient un équilibre qui permet de maintenir le bon fonctionnement de tout le cerveau et de maintenir son homéostasie. On va s'intéresser de plus près au glutamate, qui définit le domaine glutamatergique. Tous les neurones qui synthétisent et excrètent le glutamate sont appelés les neurones glutamatergiques. Le glutamate est une molécule très simple, c'est la forme ionisée de l'acide glutamique. C'est le principal neurotransmetteur excitateur du système nerveux central, comme je viens de le dire. Il a différents rôles, que ce soit dans la modulation de l'activité d'autres neurones à d'autres neurotransmetteurs. Et il a ses propres fonctions physiologiques, telles que la transmission douloureuse. Il agit en se fixant sur deux types de récepteurs. Le premier type de récepteur est un récepteur canal ionique à perméabilité cationique. Donc, l'ouverture de ce canal suite à la fixation du glutamate va permettre l'internalisation à l'intérieur de la cellule de cations bien déterminés. On les appelle les récepteurs ionotropes. L'activité de ces récepteurs est liée au développement des synapses, la mémorisation, l'apprentissage et l'apoptose neuronale. La deuxième catégorie de récepteurs qui fixent le glutamate et transmettent l'information suite à cette fixation sont les récepteurs qu'on appelle métabotropes. Ce sont des récepteurs couplés à la protéine G. Ils ont un rôle aussi important, mais cette fois-ci un rôle modulateur, donc régulateur du fonctionnement, que ce soit du neurone glutamatergique ou des autres neurones à transmission différente. On va s'intéresser maintenant au métabolisme du glutamate,
Qui dit métabolisme dit synthèse, excrétion, dégradation, élimination. Concernant le glutamate, tout commence à l'intérieur de la mitochondrie. Bien sûr, cette mitochondrie est située dans le neurone présynaptique au niveau du système nerveux central. À l'intérieur de cette mitochondrie, on trouve des molécules précurseurs, à savoir la glutamine et l'alpha-cétoglutarate. Ce sont deux précurseurs nécessaires à la synthèse du glutamate. Leur transformation en glutamate nécessite l'intervention de deux enzymes distinctes. Vous pouvez les voir ici, à savoir la glutaminase et la transaminase. Une fois le glutamate formé, ce dernier va quitter la mitochondrie pour se retrouver dans le cytoplasme. Une fois dans le cytoplasme, ce glutamate va être rassemblé dans une vésicule de stockage. Cette vésicule de stockage, comme son nom l'indique, stocke une quantité de glutamate qui sera libérée le temps voulu. Suite à l'arrivée d'un influx nerveux au niveau de l'extrémité du neurone, il va y avoir une entrée massive à l'intérieur de la cellule présynaptique. Cette entrée massive du calcium va favoriser la libération de glutamate, donc la migration des vésicules qui stockent le glutamate vers l'extrémité du neurone et la libération de glutamate dans la fente synaptique. Une fois dans la fente synaptique, ce glutamate va suivre des destinées différentes. Il va soit se fixer sur ses récepteurs ionotropes, on va les voir en détail tout à l'heure. Donc, la fixation sur ces récepteurs va favoriser l'ouverture de ces canaux et le passage des cations différents. Soit se fixer sur les récepteurs métabotropes. Ces récepteurs métabotropes, ils peuvent être postsynaptiques ou présynaptiques. Aussi, le glutamate peut subir un autre sort. L'excès du glutamate qui se trouve dans la fente synaptique, ou le glutamate qui s'est fixé sur les récepteurs, va être régénéré. Effectivement, si le glutamate restait dans la fente synaptique, il va exercer un effet toxique. La fixation du glutamate à ces récepteurs est une fixation réversible. Pourquoi ? Parce que la liaison à récepteur est une liaison de faible énergie et la liaison est réversible. Le glutamate va se fixer sur son récepteur, exercer son action. Après, il va se détacher de son récepteur. Cette quantité de glutamate qui va se retrouver dans la fente synaptique, elle va être régénérée. Il faut savoir que dans le système nerveux central, il existe des cellules qu'on appelle des cellules annexes qui permettent le bon fonctionnement et le maintien de l'homéostasie du système nerveux central. Le glutamate va être réabsorbé par ces cellules. Ici, on a un exemple d'une cellule gliale. Bien sûr, via des récepteurs spécifiques qu'on appelle ici EAAT1 et 2. À l'intérieur de la cellule gliale, le glutamate va être transformé en glutamine. Bien sûr, via une réaction enzymatique assurée par une enzyme. La glutamine va être excrétée dans la fente synaptique, bien sûr via un autre récepteur spécifique. Toujours grâce à ce récepteur, la glutamine va être réabsorbée au niveau de la cellule présynaptique et réintégrée
dans un nouveau cycle de synthèse du glutamate, bien sûr à l'intérieur de la mitochondrie. Il faut savoir aussi que le glutamate en excès, qui se trouve au niveau de la fente synaptique, peut exercer un rétrocontrôle négatif sur sa propre synthèse et excrétion. Donc il va se fixer sur des récepteurs présynaptiques qu'on appelle autorécepteurs qui assurent un rétrocontrôle négatif. Donc une fois le glutamate fixé sur ces récepteurs, il va inhiber la synthèse et l'excrétion de nouvelles molécules de glutamate dans la fente synaptique. Tout ça, bien sûr, pour garantir une bonne homéostasie, un bon équilibre de cette transmission glutamatergique. On va s'intéresser à présent aux récepteurs du glutamate. Je vous ai dit tout à l'heure que le glutamate se fixe sur deux catégories de récepteurs qui sont sur le plan structurel très différents, à savoir les récepteurs ionotropes. On dénombre trois catégories de ces récepteurs, les récepteurs NMDA, AMPA et kainate, et les récepteurs métabotropes. Ce sont des récepteurs couplés à une protéine G. Ils sont en nombre de 8. On les appelle mGlu1, mGlu2, mGlu3 jusqu'à mGlu8. On va commencer par l'étude des récepteurs ionotropes. Puisque ce sont des canaux ioniques, ils sont forcément composés de plusieurs sous-unités indépendantes. Donc l'agencement de ces sous-unités va favoriser la formation d'un canal, donc d'une fente centrale par laquelle peut passer des cations bien déterminés. Qui dit plusieurs sous-unités, dit possibilité que ces sous-unités soient identiques ou différentes. Dans le cas où ces 4 sous-unités sont identiques, on appelle le récepteur un homotétramère. Dans le cas où chaque sous-unité est différente de l'autre, le récepteur est un hétérotétramère. Donc chaque sous-unité est une seule chaîne polypeptidique de plusieurs acides aminés qui traverse la membrane cytoplasmique plusieurs fois et dans 3 passages, elle décrit une forme ou une conformation protéique de type hélice alpha. Ces canaux ioniques sont perméables aux ions sodium, calcium, potassium avec une sélectivité variée. Chaque type de récepteur cationique a une sélectivité ou une préférence déterminée par rapport à un cation. On en dénombre 3 familles de récepteurs ionotropes pour le glutamate. Certes, ces 3 familles, ces 3 types de récepteurs fixent le glutamate. Mais en plus du glutamate, ils présentent une affinité à d'autres molécules. Selon la molécule à laquelle le récepteur présente une affinité, le nom de ce récepteur va être différent. La première famille de récepteurs ionotropes du glutamate, en plus du fait qu'elle fixe le glutamate, qui est son neurotransmetteur naturel, elle va fixer une molécule synthétique. C'est un analogue de synthèse du glutamate qu'on appelle AMPA. C'est pour ça que ce type de récepteur ionotrope de glutamate est appelé récepteur glutamate type AMPA. La deuxième famille ou le deuxième type de récepteur ionotrope du glutamate est le récepteur NMDA. En plus du fait qu'il fixe le glutamate, il va fixer sélectivement une autre molécule qui est elle aussi un analogue de synthèse du glutamate qu'on appelle NMDA. Ce récepteur est appelé récepteur du glutamate type NMDA. La troisième catégorie de récepteurs ionotropes du glutamate est le récepteur kainate. Ce dernier fixe le glutamate et fixe une autre molécule qu'on appelle kainate, qui est un analogue du glutamate naturel. C'est pour ça que ce récepteur est appelé récepteur kainate. Il fixe le glutamate et il fixe sélectivement une autre molécule qu'on appelle kainate. De cette manière,
On a trois catégories de récepteurs du glutamate. Bien sûr, récepteur ionotrope du glutamate, le récepteur AMPA, récepteur NMDA et récepteur kainate. On va aller un peu plus dans le détail dans l'étude de ces récepteurs ionotropes. On commence par les récepteurs NMDA. Je vous ai dit que chaque récepteur ionotrope, qu'il soit NMDA, AMPA ou kainate, est constitué de 4 sous-unités protéiques, donc qui s'agencent de manière à former un canal. Les sous-unités peuvent être identiques ou différentes. Pour le récepteur NMDA, on a cloné jusqu'à présent, donc on a découvert qu'il y a 5 variétés de sous-unités. Donc chaque sous-unité, elle peut prendre la forme d'une variété d'entre 7 variétés. Par exemple, pour le récepteur NMDA, une sous-unité peut être une sous-unité NR1, NR2A, NR2B, NR2C, NR2D, NR3A et NR3B. Donc le récepteur NMDA est constitué de 4 sous-unités protéiques qui forment un canal. Ces 4 sous-unités peuvent être les mêmes, par exemple, sous-unité NR1, donc les 4 sous-unités sont de type NR1, ou ces 4 sous-unités peuvent être constituées d'une sous-unité NR1, une sous-unité NR2B, une sous-unité NR2D et une sous-unité NR3B. Dans ce cas, on parle d'un hétérotétramère. Le récepteur AMPA aussi est un récepteur ionotrope constitué de 4 sous-unités. Jusqu'à présent, on a cloné ou on a découvert 4 variétés de ces sous-unités. Les récepteurs AMPA sont désignés par le terme GLU-R, et puisqu'il y a 4 variétés de sous-unités, on parle de GLU-R1, GLU-R2, GLU-R3 et GLU-R4. Donc, un récepteur AMPA est constitué de l'agencement de 4 sous-unités. Ces sous-unités peuvent être identiques, par exemple 4 sous-unités GLU-R1 ou 4 sous-unités qui sont différentes. Par exemple, 2 sous-unités GLU-R1 et 2 sous-unités GLU-R4, par exemple. Les récepteurs kainate, qui sont désignés par le terme CAR, présentent 5 variétés de sous-unités. Ils sont formés de 4 sous-unités protéiques, et ces 4 sous-unités protéiques, et pour ces 4 sous-unités protéiques, on en a dénombré 5 variétés. Ils sont désignés par les termes GLUK, et puisqu'il y a 5 variétés, on parle de GLUK1, GLUK2, GLUK3, GLUK4 et GLUK5. Comme on vient de le voir, chaque récepteur ionotrope est constitué de 4 sous-unités, et pour chaque catégorie de récepteurs ionotropes, on en dénombre plusieurs variétés de sous-unités, ce qui fait que les combinaisons sont multiples et diverses, et ce qui va nous donner une grande diversité potentielle des récepteurs ionotropes, et ce qui fait que chaque sous-type de récepteur pourrait avoir une localisation qui lui soit propre et une activité aussi qui lui soit propre. Le schéma présent reprend la structure d'un récepteur ionotrope du glutamate type NMDA. Comme pour tous les récepteurs ionotropes du glutamate, ils sont constitués de 4 sous-unités. Ces 4 sous-unités délimitent un canal central par lequel vont passer des cations différents. Ce schéma-là, à gauche en haut, reprend la structure d'une sous-unité. Une sous-unité est une seule chaîne polypeptidique
qui traverse la membrane cytoplasmique par différents points, et à 3 points différents, la chaîne polypeptidique prend une conformation de type alpha, avec une extrémité intracellulaire type COH et une extrémité extracellulaire NH2. Donc la disposition des sous-unités, là on a pris un exemple par exemple d'un canal à 5 sous-unités qui ne correspond pas au canaux ionotropes du glutamate. L'agencement des sous-unités dans l'espace va définir une fente centrale par laquelle les ions ou les cations vont traverser la membrane cytoplasmique. Donc ici, dans le schéma ci-dessous, on a l'exemple d'un récepteur NMDA qui est un hétérotétramère, qui est constitué de 4 sous-unités, une sous-unité NR2A, une sous-unité NR2B et 2 sous-unités NR2A. Pardon, NR1. Bien sûr, avec des sites de fixation du glutamate, ce sont des sites bien déterminés. Il faut savoir aussi qu'un récepteur peut fixer d'autres molécules en plus de son neurotransmetteur physiologique. Ici par exemple, on a la glycine dont le rôle va potentialiser l'activité de glutamate sur son récepteur. On va voir ça un peu plus en détail, un peu plus loin. Quant au rôle et à la localisation des récepteurs ionotropes du glutamate, celle-ci, bien sûr, elle est différente en fonction du type du récepteur. Pour les récepteurs NMDA et NPA, on les trouve dans différentes parties du système nerveux central, et particulièrement au niveau de l'hippocampe. On les trouve aussi au niveau de la moelle épinière. Là aussi, ils sont impliqués dans la transmission douloureuse. Ils sont de localisation postsynaptique. Donc logiquement, leur stimulation par le glutamate va provoquer leur ouverture et l'entrée de cations chargés positivement à l'intérieur de la cellule postsynaptique. Donc ça provoque une dépolarisation membranaire et la génération d'un potentiel postsynaptique excitateur. Quant aux récepteurs AMPA, ils sont de dépolarisation rapide. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dès l'excrétion du glutamate au niveau de la fente synaptique, le glutamate va se fixer sur les récepteurs AMPA et très rapidement, en l'espace de quelques millisecondes, ce récepteur va s'ouvrir, il va laisser entrer à l'intérieur de la cellule postsynaptique de manière très massive des cations chargés positivement et la génération d'une onde de dépolarisation rapide. La stimulation du récepteur AMPA va engendrer secondairement la stimulation des récepteurs NMDA. Pourquoi? Parce que le récepteur NMDA, à l'état de repos, il est lié à un ion Mg2+. Cet ion Mg2+, il va exercer un effet inhibiteur de ces récepteurs. Donc le glutamate ne peut pas à lui seul stimuler et provoquer l'ouverture de récepteurs NMDA en présence du Mg2+. Donc, l'intervention du récepteur AMPA est cruciale. Pourquoi? Une molécule de glutamate qui se fixe sur un récepteur AMPA va très rapidement générer un potentiel d'action, donc une modification des propriétés électriques de la membrane cytoplasmique. Cela va induire l'expulsion de l'ion Mg2+ du récepteur NMDA et le récepteur NMDA se trouve libre pour s'ouvrir en fixant une molécule de glutamate. Quant au rôle du glutamate proprement dit,
Ce dernier, en se fixant sur ces récepteurs ionotropes type NMDA-NPA, qui se trouvent au niveau somatodendritique, il va provoquer une dépolarisation. Cette dépolarisation va provoquer un potentiel d'action. Ce potentiel d'action va provoquer une exocytose de neurotransmetteurs. Imaginons que ce glutamate-là était fixé sur un récepteur ionotrope type ANPA sur un autre neurone postsynaptique type noradrénergique. Le glutamate va exciter ce neurone noradrénergique et le neurone noradrénergique, suite à cette excitation, va libérer de la noradrénaline qui va agir sur son récepteur au niveau d'une troisième cellule postsynaptique. Le glutamate, via l'excitation des récepteurs NMDA, vont provoquer un phénomène électrique bien déterminé, qu'on appelle la potentialisation à long terme. Comment cela peut-il se faire? Le glutamate, en se fixant sur ces récepteurs NMDA, le calcium va entrer de manière très massive dans la cellule postsynaptique. Il va se lier avec des protéines cytoplasmiques intracellulaires qui ont une très grande affinité pour le calcium, qu'on appelle quintinase. Ces dernières ont la particularité d'être activées en présence du calcium et leur activation va provoquer justement ce potentiel à long terme qu'on appelle LTP. Le glutamate aussi est responsable d'un autre phénomène particulier. Toujours en se fixant sur ces récepteurs NMDA, il va provoquer une entrée du calcium à l'intérieur de la cellule et par des phénomènes complexes qui vont impliquer des protéines intracellulaires et des protéines du noyau, vont provoquer une mort neuronale. Donc le déclenchement du phénomène de l'apoptose. C'est pour ça qu'on suspecte ou qu'on suggère que le fonctionnement du glutamate ait un rôle dans la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative. Pour la troisième catégorie des récepteurs ionotropes du glutamate, à savoir les récepteurs kainates désignés par le terme CAR, ils sont situés de manière préférentielle au niveau de l'hippocampe et du cortex. Ils sont généralement présynaptiques, donc probablement ils ont un rôle dans le rétrocontrôle négatif, donc sont des autorécepteurs. On peut les trouver dans les synapses glutamatergiques et GABAergiques. Ils peuvent aussi prendre une position postsynaptique. Et qui dit une position postsynaptique dit forcément une activité le plus souvent une activité excitatrice. Donc, provoque l'ouverture de ces canaux postsynaptiques, le passage de cations chargés positivement et la génération d'un potentiel d'action. Ici, on a choisi un récepteur présynaptique type CAR du glutamate. Ce dernier, en se fixant sur son récepteur présynaptique de type CAR, il va agir sur des protéines G de type I et Q. Ces protéines G sont responsables de phénomènes intracellulaires qui vont aboutir à la diminution de l'exocytose du neurotransmetteur, qu'il soit le glutamate ou le GABA, selon la nature du neurone. La deuxième famille des récepteurs qui fixent le glutamate sont les récepteurs métabotropes. On les appelle les récepteurs RCPG. Ils sont désignés par le terme mGlu. Ils sont toujours couplés à une protéine G. Concernant leur structure, ils sont toujours des homodimères, donc ils sont constitués de deux sous-unités identiques,
Ces deux sous-unités sont liées par des ponts du sulfure. Cette structure-là leur permet ou contribue grandement à leur activité. Ils sont localisés au niveau du SNC, dans les neurones ou dans les cellules gliales. On les trouve aussi au niveau périphérique, contrairement aux récepteurs ionotropes, dans les hépatocytes, les ostéoblastes, etc. Là aussi, au niveau périphérique, ils peuvent jouer des rôles très différents. Ces récepteurs métabotropes du glutamate, à savoir les récepteurs RCPG, présentent une grande diversité structurale. On en dénombre 8 sous-types de récepteurs métabotropes, à savoir mGlu1 jusqu'à mGlu8. Ils sont subdivisés en 3 groupes, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, selon leur localisation, selon les phénomènes dans lesquels ils sont impliqués et selon aussi le fait qu'ils soient présynaptiques ou postsynaptiques. Après avoir étudié la physiologie du neurotransmetteur glutamate, à savoir son métabolisme, sa sécrétion, son élimination, les récepteurs sur lesquels il se fixe, leur nature, leur structure, leur localisation, on va s'intéresser maintenant aux ligands, donc à des molécules qui peuvent se fixer sur les récepteurs glutamatergiques et qui peuvent être utilisés en thérapeutique. On va commencer par les ligands qui se fixent sur les récepteurs NMDA du glutamate. Bien qu'ils n'aient aucun rôle thérapeutique notable, on doit quand même les citer. On va commencer par les agonistes et coagonistes. On commence par le NMDA, qui est à l'origine de l'appellation du récepteur du glutamate NMDA. Donc le récepteur de glutamate NMDA, en plus du fait qu'il fixe le glutamate, il va fixer un analogue structural synthétique qu'on appelle NMDA. Bien sûr, il va reproduire les mêmes effets excitateurs du glutamate, mais qui est utilisé comme un réactif de laboratoire, donc il n'a pas une application thérapeutique. Le L-glutamate lui-même, qui est la molécule naturelle, donc l'agoniste physiologique, et la glycine, qui est un coagoniste. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est un coagoniste? Donc la glycine, elle va se fixer sur les récepteurs du glutamate au même moment que ce dernier. Donc le glutamate va se fixer sur son récepteur sur une sous-unité bien distincte, et la glycine, elle vient aussi se fixer sur le même récepteur, mais sur une autre sous-unité. Cette fixation, elle va potentialiser l'effet du glutamate. Mais la glycine n'a pas d'application thérapeutique. On continue toujours par les molécules qui se fixent sur les récepteurs NMDA du glutamate. Dans cette catégorie aussi, on trouve les modulateurs allostériques endogènes. Donc, ce sont des molécules qui se fixent sur le récepteur du glutamate au même moment de la fixation de la molécule du glutamate sur son récepteur, mais sur un site différent. On va prendre l'exemple des ions Mg2+. Ces derniers vont bloquer les récepteurs au repos. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les récepteurs NMDA au repos fixent des molécules Mg2+, qui empêchent le glutamate d'activer ce récepteur. Donc, ils nécessitent une activation préalable des récepteurs AMPA qui vont modifier les propriétés électriques de la bicouche lipidique, qui va faire en sorte que les ions Mg2+, vont quitter le récepteur NMDA et de ce fait, le glutamate va exercer pleinement son effet sur son récepteur. Aussi, il y a une dernière catégorie de molécules qui agissent sur les récepteurs NMDA, sont les modulateurs allostériques à action anesthésique. Donc ce sont des molécules qui se fixent sur les récepteurs NMDA sur des sites différents de ceux du glutamate et qui vont provoquer l'inhibition de ces récepteurs NMDA et qui ont un rôle très important
dans la génération de l'anesthésie générale. Ces molécules, on va les voir en détail. Donc, un cours leur est consacré prochainement. Cette fois-ci, on va parler de ligands des récepteurs NMDA, mais qui ont un rôle thérapeutique et qui sont utilisés pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. On va commencer par la mémantine. Cette molécule va se fixer sur les récepteurs NMDA, bien sûr, et le bloque. Donc, le glutamate ne pourra plus provoquer l'ouverture de son récepteur suite à sa fixation sur ce dernier. Ils sont indiqués dans les formes légères à modérément sévères de la maladie d'Alzheimer. Leur effet n'est pas du tout miraculeux. Ils sont administrés juste pour corriger de manière minime les troubles qui sont liés à la maladie d'Alzheimer et retarder l'évolution de cette dernière. Donc c'est pour ça qu'ils ont un effet modeste. Et quant à leur mécanisme cellulaire, à l'origine de leur effet thérapeutique, on suggère que cette molécule va diminuer l'effet apoptotique d'un excès de glutamate. Comme on l'avait vu tout à l'heure, le glutamate en se fixant sur ces récepteurs NMDA peut provoquer, suite à l'entrée massive du calcium à l'intérieur de la cellule postsynaptique, le déclenchement d'un phénomène apoptotique, donc qui pourrait être à l'origine de la dégénérescence qui caractérise la maladie d'Alzheimer. Il existe d'autres molécules qui agissent sur les récepteurs NMDA qui sont utilisées en thérapeutique pour traiter des maladies différentes, à savoir la maladie de Parkinson avec la montadine, par blocage du récepteur NMDA, et la flupertine, aussi qui est utilisée dans le traitement des douleurs aiguës et chroniques, puisque le système glutamatergique est impliqué dans la transmission douloureuse. C'est un antagoniste à action antalgique. Concernant les récepteurs métabotropes du glutamate, à savoir les récepteurs ANGLU, ces derniers ne sont pas la cible de molécules connues qui soient utilisées en thérapeutique, mais la recherche avance dans ce sens. On leur attribue, on attribue à ces récepteurs des propriétés anxiolytiques potentielles suite à leur blocage. Donc la recherche évolue dans ce sens et ça se pourrait que des molécules activité anxiolytique voient le jour dans un futur proche. Les ligands qui agissent sur les récepteurs AMPA sont généralement utilisés comme des médicaments antiépileptiques. Donc, dans toute cette catégorie des récepteurs du glutamate, les plus importants sont des récepteurs AMPA parce qu'ils constituent la cible de médicaments qui traitent une maladie très importante avec des conséquences qui pourraient être graves sur la santé humaine. Avant de commencer d'étudier les molécules qui agissent sur les récepteurs AMPA et qui ont un effet antiépileptique, un petit rappel concernant la maladie épileptique. Je suppose que cela a été vu dans le cours du système GABAergique. Néanmoins, une petite définition ou un petit rappel ne sera pas de trop. L'épilepsie est un trouble paroxystique, donc un trouble soudain. C'est une maladie chronique caractérisée par la survenue périodique, puisque c'est chronique, donc c'est récurrent, d'une crise généralement limitée dans le temps. Donc c'est une crise qui dure de quelques secondes à quelques minutes. La crise prend naissance dans un seul neurone ou dans une population distincte et bien délimitée de neurones. Cette génération de crise est la suite de la naissance d'un potentiel d'action très puissant. Ce potentiel d'action va rapidement gagner les surfaces avoisinantes du foyer initial.
Les crises d'épilepsie, elles sont diversifiées. On en dénombre actuellement une quarantaine de types cliniques de maladies épileptiques, donc de manifestations épileptiques. Elles peuvent se manifester par des phénomènes moteurs, sensitifs ou psychiques. Donc l'épilepsie, c'est vrai qu'on assimile l'épilepsie à un déséquilibre entre le système GABAergique et glutamatergique, mais en réalité, les choses sont plus complexes qu'ils ne paraissent. Quant à la classification de l'épilepsie, celle-ci repose sur des critères cliniques. On parle de crise partielle, qu'elle soit simple sans perte de conscience, complexe avec perte de conscience, avec généralisation secondaire. Quand on dit partielle, donc cette crise, ce potentiel d'action est confiné à une région très délimitée du système nerveux central. Quand cette crise est généralisée, cela veut dire qu'elle gagne, la lente de dépolarisation gagne tout le système nerveux central. On peut avoir des phénomènes type absence, il n'y a pas de manifestation moteur. On parle aussi de crise tonique, où on dénote une rigidité du corps clonique, où il y a des tremblements, tonico-cloniques, ou carrément atonique, où il y a une perte totale du tonus musculaire. L'origine des épilepsies est souvent inconnue. Dans ce cas-là, les crises sont dites idiopathiques. Des fois, les crises ont une origine connue, à savoir des tumeurs cérébrales, des traumatismes crâniens, etc. Des fois, les crises sont cryptogéniques. Dans ce cas-là, l'origine ou la cause y est, donc il y a une cause bien déterminée, mais qu'on n'arrive pas à déceler cliniquement. Pour la physiopathologie de la crise épileptique, je vous invite à regarder la planche suivante. Avant d'expliquer ce schéma, il faut identifier trois entités distinctes essentielles, à savoir la cellule en question, là où part le potentiel d'action, une cellule inhibitrice qui agit via le neurotransmetteur GABA et une cellule excitatrice. Là, il y a une représentation de son axone qui agit via un neurotransmetteur qui est le glutamate. Au niveau de la cellule principale, il va y avoir une dépolarisation. Cette dépolarisation, elle est due à l'entrée massive des ions calcium à l'intérieur de la cellule. Cette dépolarisation, bien sûr, elle va s'accompagner par un phénomène de repolarisation qui est physiologique, mais qui n'arrive pas à juguler cette entrée massive du calcium. Donc, cette entrée massive du calcium, elle va provoquer un potentiel d'action. Ok, ce potentiel d'action est à l'origine de cette onde de dépolarisation qu'on va appeler paroxysmal depolarization shift, qui est à l'origine de la crise épileptique. Ce potentiel qu'on appelle paroxysmal depolarization shift peut être dû à une fièvre, à des blessures au niveau crânien, à une déficience génétique, à des tumeurs hémorragiques ou autres types de causes. Ce potentiel d'action peut être dû aussi à l'activation du système glutamatergique. Donc, comme on le voit ici, le glutamate va se fixer sur son récepteur AMPA, d'où l'entrée massive des ions sodium. L'activation des récepteurs AMPA va lever l'inhibition qu'exercent les ions magnésium sur les récepteurs NMDA. Donc, les récepteurs NMDA, suite à l'activation des récepteurs AMPA, va s'activer et laisser entrer à l'intérieur de la cellule les ions calcium, ce qui va contribuer au renforcement du potentiel d'action.
donc de la création de l'onde électrique qui est responsable de la crise épilepsie. La crise épilepsie peut être due aussi à un déficit en GABA. Comme vous le voyez ici, le GABA est responsable de la stabilisation de la membrane cellulaire. Donc, il permet une hyperpolarisation de la cellule qui va la rendre moins susceptible à des ondes de dépolarisation qui pourront conduire à des crises d'épilepsie. Aussi, tout déficit en énergie, comme on le voit ici, peut contribuer à un mauvais fonctionnement des récepteurs qui permettent de maintenir l'homéostasie cellulaire, donc surtout ionique, et maintenir la cellule à l'état de repos. Aussi, tout manque de magnésium qui contribue à la stabilisation des récepteurs NMDA peut aussi, à lui, contribuer à l'apparition de crises d'épilepsie. Donc la conjonction de tous ces facteurs-là, ou la conjonction d'un ou deux de ces facteurs, peut contribuer à l'apparition d'une crise d'épilepsie. Les médicaments qui agissent sur les récepteurs du glutamate et qui ont une action thérapeutique antiépileptique sont peu nombreux et sont généralement utilisés en seconde intention. Dans cette catégorie, on trouve les ligands des récepteurs AMPA. Le premier exemple de médicament qui agit sur les récepteurs AMPA qui est utilisé comme antiépileptique est le pérampanel. C'est un antagoniste non compétitif des récepteurs AMPA. Il est indiqué généralement en association avec d'autres antiépileptiques majeurs qui agissent sur les récepteurs GABA dans le traitement des crises partielles avec son généralisation secondaire chez les patients âgés de 12 ans ou plus. Il n'y a pas d'avantage démontré par rapport aux autres types d'antiépileptiques, donc ça reste un médicament qui est utilisé accessoirement. Il y a aussi la lamotrigine qui a une action probable sur les crises, elle a une action probable sur les récepteurs AMPA qui est utilisée comme antiépileptique, généralement souvent en association avec d'autres antiépileptiques majeurs. Il y a aussi le topiramate qui est utilisé comme un antiépileptique dans le traitement des crises partielles ou généralisées réfractaires au traitement conventionnel. Donc lorsque les autres traitements conventionnels tels que l'utilisation d'antiépileptiques majeurs qui agissent sur le GABA ne sont pas suffisants. Il est aussi utilisé dans le syndrome de Lennox-Gastaut qui est un syndrome qui est caractérisé par une encéphalopathie convulsivante. On trouve une autre molécule qui est le felbamate, qui a une action probable sur la transmission glutamatergique et la transmission GABAergique. Elle est aussi utilisée secondairement, généralement en association avec d'autres antiépileptiques, et aussi utilisée pour le traitement du syndrome de Lennox-Gastaut. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à me contacter si vous avez des questions par rapport au cours que je viens de vous présenter. Merci encore une fois.